Dans les arts martiaux, les maîtres sont les gardiens d'un savoir qu'ils doivent entretenir et transmettre. La transmission est un processus qui permet la survie, l'évolution d'une connaissance. Comment se faisait cette transmission? Alors restez avec nous, nous allons en parler de cette causerie. Bienvenue dans cette nouvelle causerie du sport, dans cette série consacrée aux arts martiaux. Nous continuons avec notre invité qui est en visio avec nous, le docteur Kassem Zogari, et nous allons parler de transmission dans les écoles classiques. Docteur Kassem Zogari, comment se transmettaient les arts martiaux japonais dans la tradition? De la manière la plus naturelle qui soit. D'abord, il faut bien sûr un maître et un disciple, et il faut que les deux s'entendent, hein. Il y a ce terme qu'on connaît très bien, qui est très récurrent dans les écoles classiques, hein, Isshin Denshin, hein, donc Kokoro Demote, Kokoro ni Tsutaeru, donc de transmission du cœur, hein, de la pensée à l'autre, c'est-à-dire on arrive à expliquer les choses sans parler, on n'a plus besoin de mots, le disciple saisit, comprend tout ce qu'il faut. Pour travailler sur les modes de transmission, c'est assez complexe. C'est assez complexe. Mais il faut voir déjà que, par exemple, dans mon travail de thèse, j'ai eu la chance d'avoir deux maîtres, deux maîtres qui m'ont beaucoup aidé. Donc, bien sûr, le premier, c'était maître François Brassé et Jean-Noël Robert, qui est aujourd'hui professeur au Collège de France, spécialiste du bouddhisme, et qui déjà m'expliqué que la transmission venait sûrement de l'influence du bouddhisme. Et c'est vrai, quand on regarde les textes, les Densho, les Makimono, les Inka, donc tout ce qui est attestation de transmission, documents de transmission, beaucoup des termes hein, sont empruntés au lexique du bouddhisme, qu'il soit ésotérique ou du bouddhisme zen, Soto, Rinzai, dépendant bien entendu de l'obédience du maître. S'il était proche de tout ce qui était Mikyo, donc enseignement du bouddhisme ésotérique, donc il serait influencé par cette obédience, ou bien si c'est le bouddhisme zen, ou si encore il était chrétien, mais là encore c'est extrêmement rare. Ah non, pas du tout, parce que dans l'école Itoryu, la famille Sasamori, donc le dernier qui est mort malheureusement, le père et le fils étaient des chrétiens orthodoxes. Hmm. Donc, et pourtant, la fondation de l'école Itoryu, hein, Ito Hitosai et tout ce qu'on va avoir, on a beaucoup d'influence du bouddhisme et de tout ce qui est des, des anecdotes qui viennent du Kojiki, de la fondation du Japon par les dieux, donc notamment Amaterasu, Zanami, Zanagi, etc., etc. Et quand je leur posais la question, ils me disaient, ah, non, moi je suis orthodoxe, tout ça, je n'y crois pas. Je respecte, mais je n'y crois pas. Donc, pour montrer que, et pour la petite anecdote, leur dojo se trouvait dans leur église. Ils avaient l'église, et c'est là où ils donnaient des cours de sabre. Donc, très intéressant, encore une forme intéressante du syncrétisme japonais. Pour en revenir à la transmission donc, il y a plusieurs types de transmission. Il y a, on les, on, on les divise en général en trois parties. La première, c'est le Shinden, la deuxième, c'est le Taiden, la troisième, c'est le Kuden. Alors, le Shinden, Kokoro no Den, hein, donc Kokoro ni tsutaeru, Kokoro de tsutaeru, Kokoro o tsutaeru. Donc, c'est le savoir, donc c'est ce qu'on appelle l'image du maître. C'est ce que on a vu, ce qu'on a expérimenté et le souvenir du maître. Voilà, donc ça, c'est la première transmission. Donc, c'est le fait d'être avec le maître, de l'avoir vu, fait ou pratiqué ou appliqué telle ou telle technique ou s'être comporté de telle manière à- en fonction de telle situation. Ensuite, vous avez le Taiden, qui est la transmission du corps. Là encore, liée avec le Shinden, mais elle est plus de l'ordre du vécu musculaire, douleur, le souvenir aussi de la douleur, de la première rencontre, de la première technique, de la manière de saisir l'arme, mais aussi la pratique personnelle. Donc vous avez à la fois ce qui vient du maître, ce qu'on a subi,
ce qu'on a ressenti physiquement, et ce qui va être aussi pratiqué personnellement et qui va se juxtaposer, fusionner, pour ne faire qu'un, bien entendu, avec ce que le maître a montré. Et enfin, le kuden. Alors, le kuden, c'est la transmission orale qui est en général quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'a dit le maître. C'est les mots, les paroles, les phrases, les récits que le maître a dit. Donc, qu'on ne comprend pas au jour directement, il faut en général une certaine expérience. C'est l'après-coup, comme on dit, c'est le recul. Donc, l'expérience de la pratique, de la relation avec le maître qui permettra un jour de comprendre ces mots qui seront écrits. Donc, et là, c'est la euh, quatrième partie, si on veut, dans les densho, donc les documents de transmission, hein, euh, où le maître va écrire en fonction, bien entendu, de son niveau de langue, de son niveau de connaissance, de sa culture, va aussi parfois y mettre des dessins, des croquis, qui peuvent être soit très très simples, hein, de l'ordre de traits, ou bien des dessins très élaborés, comme on peut voir dans certains makimonos, notamment Kagemoku Roku, mais vous avez aussi les Tomboe en Kashima Shintoryu, vous avez aussi les Tengu de Sekichisai dans le Yagyu Kageryu, et bien entendu euh, l'un des deux plus beaux makimonos qui existent encore au Japon aujourd'hui, c'est celui du Akiyama Yoshinryu, parce que le docteur Akiyama était un docteur et savait très bien dessiner. Vous avez aussi celui du Saburin Ryu dans l'art de la lance. Alors, bien entendu, ce sont de très beaux dessins, de très beaux croquis, mais qui sont réellement différents. On ne voit pas, par exemple, la biomécanique, on ne voit pas le muscle, on ne voit pas tout ça. Mais c'est suffisant pour que celui qui a pratiqué longtemps avec le maître et qui a vu le maître se mouvoir en fonction de différents âges, peut comprendre et voir. Donc voilà comment ça se transforme. D'abord, il y a une relation qui est de l'ordre du direct, qui est de l'ordre de l'humain. Très peu de mots, hein. Tout est dans la sensation physique. On ne parle pas, on applique. Et petit à petit, on va apprendre à cultiver et à se remémorer les mots du maître, s'il y en a eu, s'il y en a peu. Puis on recevra un document, si on est le successeur ou si on est un disciple émérite. Dans ce document, il y aura les textes et les mots qui, à un moment donné de la pratique du disciple, devront raviver, se remémorer, un peu recollecter tous ces souvenirs. Voilà, c'est le den, c'est la transmission. Eh ben, est-ce que les densho, je vais vous montrer des photos, c'est des densho, des makimono, ce qu'on a sur les photos là. Oui. Alors bon, dans les den shows, vous avez plusieurs genres, hein. Donc vous avez soit je vais vous montrer ça tout de suite, j'en ai un là. Et ils font exactement cela. Là par exemple, voilà. Ça, vous avez ce sont des den shows mais de forme encaillée. Donc là c'est une partie du Heiho Kadensho, hein. D'un côté ici, vous avez le Katsujinken et que je me trompe pas. Oui, Satsuninto ici, Katsujinken, hein. Donc ça, c'est l'un des quatre, une copie de l'une des quatre copies données par Yagyu Munenori à Hmm. quatre disciples différents. Le premier étant Yagyu Jubei. Ça, c'est la copie de Hosokawa, hein. Et donc, voilà, vous voyez, c'est écrit comme ceci. Voilà, ce sont ce qu'on appelle des densho en forme watoji. Et ensuite, vous avez les makimono. On va avoir un quelques ici. Ils sont sous forme de rouleau. Ils sont sous forme de rouleau. Ils sont en général suffisamment gros. Voilà. Et qui s'ouvrent comme vous avez pu voir, qui se déroulent. Voilà, comme ceci, hein. Et en les ouvrant, vous avez un préambule. Alors celui-là, je crois que oui, celui-là, c'est un très beau. Celui-là, il date ça, c'est. Je ne me trompe pas. 1645. Et vous pouvez voir un petit peu. Vous Ah avez oui. voilà un Tengu, la lance. Voilà. Donc voilà, ça c'est un emaki parce qu'il y a des et, donc des images, des dessins.
et le reste en écrivant. Alors, tout dépend, bien entendu, encore une fois, cela dépend du niveau de la culture du maître, hein. Il fallait aussi exceller dans l'art de l'écriture, comprendre que la calligraphie, le shodo, c'est à la fois une position, hein, donc une tenue corporelle, un shissé, une manière d'écrire, mais aussi le message qu'on veut transmettre. Donc, dans ces rouleaux-là, vous avez les techniques écrites, l'histoire, euh, quelques phrases euh, pour haranguer le disciple à plus pratiquer des phrases comme Manabumono Adoryokuseo, Doryokuseo, celui qui étudie ou ceux qui étudient ou doivent redoubler d'efforts, ou des phrases comme Nao Nao Korekara Motomo Danjusuru, celui qui, à partir de là, ta pratique doit évoluer, ou tu dois pratiquer encore plus davantage, ou tu as des phrases Chui ni suru, donc faire attention à telle ou telle chose. Voilà. Donc, dans ces textes-là, voilà, c'est ce qu'on trouve. Alors, c'est pas facile à lire, hein, parce que en général, c'est toujours personnalisé, hein. Le maître peut écrire plusieurs Densho Makimono à, on va dire, 5 ou 10 disciples. Ça sera tout, on va dire, il y aura toujours le même fond, mais expliqué de la même manière, parce que chaque disciple pense, voit différemment. Le message du maître est le même, mais transmis à 5 personnes, donc c'est 5 cerveaux différents, 5 éducations différentes qui vont le percevoir de manière différente. Alors ça peut bien entendu s'ajouter de manière de valeur ajoutée, ou ça peut régresser, bien entendu. Et pourriez-vous me définir qu'est-ce qu'un maître et quel est son rôle Un et sa maître. place? Oui, alors d'abord, il y a toujours un peu l'image du maître, hein. L'image qu'on a d'après les textes qu'on a lus, les fables qu'on nous a racontées, un maître qui vit en montagne, souple comme un chat ou souple comme le bambou, qui parle de manière évasive, qu'on ne comprend pas, mais qui est profondément sage, et qui a une technique fulgurante. Bon, ça, c'est à peu près l'image que tout le monde aimerait avoir, hein. Ça serait aussi l'histoire Karate Kid, hein, Daniel San, Miyagi. Euh, Qu'est-ce qu'un maître? Dans les arts martiaux classiques, un maître, c'est d'abord un guerrier qui a une certaine expérience du combat, donc du champ de bataille, sûrement en général, sûrement, hein, un général ou un chef de faction qui a déjà, qui a l'expérience du leadership, et donc qui a cette expérience douloureuse aussi de la défaite, qui a pu survivre et qui va pratiquer, qui va chercher un style, une méthode, une manière de faire, et qui, bien entendu, est très efficace. Suite à ça, très efficace. Si possible, qu'il y a aussi une forme de bienveillance vis-à-vis du disciple, qui sait faire attention, qui sait conseiller, et qui peut aider le disciple à trouver son potentiel, chercher son potentiel, et bien entendu, essayer de l'activer pour pouvoir, bien entendu, parler du maître par la suite. Donc voilà, un maître, c'est un homme accompli, hein, mais on est maître que si on peut transmettre. Si on est maître et qu'on n'arrive pas à transmettre, qu'on n'arrive pas à donner le goût aux autres, c'est dommage. Voilà. Et comment était choisi celui qui allait reprendre une école? Alors d'abord, il y a des critères très simples, hein. C'est un des critères de sélection très euh, extrêmement précis. Il faut d'abord qu'il ait le savoir, les connaissances, qu'il est capable de copier, qu'il est capable de faire. Il faut que d'abord le maître se reconnaisse en lui, mais avec quelque chose de plus. C'est que l'élève apporte quelque chose de plus. Il n'est pas meilleur que que le maître, puisque il a besoin du maître, il doit tout au maître. Mais il a quelque chose en plus qui permettra de faire non seulement le pont avec la période du maître et la période dans laquelle il vit. Donc, dans les écoles classiques, hein, on parle de Ishisoden, donc c'est la transmission de un à un. Il faut donc le disciple qui ait non seulement toutes les capacités physiques, mais aussi les capacités intellectuelles, les capacités de pouvoir transmettre aussi, hein. Quelquefois, il faut savoir que la première génération n'écrivait pas tout. Souvent, elle écrivait, souvent, elle n'écrivait pas, ou très peu, ou peu.
Et il faut attendre les deuxième, troisième générations pour commencer à avoir un système cohérent avec toute la structure qui va permettre à un Koryu de devenir une école, avec toute la transmission qu'il faut. Voilà, donc un disciple qui a les capacités. Et ça sous-entend, et ça c'est très important, on le dit souvent, et c'est déjà écrit dans les textes, dans les textes de Kamizumi Sonokami en 1566, il faut il ait le Seijitsu no Jin, donc il faut que son cœur soit d'une profonde, d'une réelle bienveillance. Donc une qualité de cœur incroyable, ce qui peut être un peu contradictoire quand on parle d'art d'homicide ou l'art du combat, mais le cœur, c'est important, extrêmement important si ce n'est pas l'essentiel. Donc c'était vraiment, il y avait vraiment une relation particulière, peut-être pas fusionnelle, peut-être pas Oui, paternelle, mais ah, c'était. alors il y a une partie. Alors il faut comprendre une chose. Au XIVe siècle, dans ses premiers Koryu, transmettre le choix d'un disciple est extrêmement, extrêmement euh, dangereux. Pourquoi? Parce que on va transmettre quelque chose à une personne qui est capable de le retourner contre nous, c'est-à-dire nous tuer pour prendre notre place. Prendre la place du père, tuer le père, tuer le frère. Donc, on est dans le fruit de ses recherches à quelqu'un qui veut simplement briller en société, qui cherche simplement la promotion de son style ou quoi que ce soit, va amener un problème. Ça va être dangereux. Hein. Il peut tuer le maître simplement pour prendre sa place. Donc, le choix du disciple était crucial. Il fallait le choisir, oui, parce qu'il avait des techniques incroyables, enfin des capacités incroyables, mais il fallait aussi qu'il ait cette petite germe de bonté dans le cœur qui allait grandir et apporter peut-être le rayonnement que le maître n'a pas pu apporter, lui, à son style de son vivant. Je vais vous présenter des petites photos. Vous allez pouvoir nous les décrire, vos maîtres. Oui. Ouais, il y en a une, on voit que ça fait mal, hein, la relation maître à disciple. Hein. Il y a de tout. Euh, ce qui est intéressant avec Hatsumi Sensei, comme avec Ishizuka Sensei, c'est que, alors surtout Hatsumi Sensei, donc il est chiropracte, il a des mains, c'est des lames. Quand il touche, peu importe le corps, peu importe la taille, ça rentre, ça fonctionne. Très grande connaissance des points vitaux, ce qu'il a appris de Takamatsu, qui avait des mains assez spéciales aussi. Et je dois avouer que là, j'avais été complètement étonné. D'ailleurs, comment il arrivait, vous voyez, il met les mains dans la bouche, il se casse même pas la tête. Les doigts, il arrive à toucher le globe à l'intérieur, venir ici, venir dans des points précis qui sont quasiment intimes, personne n'y rentre. Et vous vous dites, mon Dieu, comment il est arrivé là sans que je le voie. Alors, ça fait mal sur le coup, mais il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de. C'est ça qui est intéressant. C'est pour arriver à montrer quelque chose d'efficace, il faut d'abord, que l'élève soit confiant dans le maître, que le maître est confiant dans l'élève. Sinon, la technique ne peut pas marcher. C'est le fameux ai de Aiki. Il faut être capable d'arriver à faire sentir la douleur sans blesser. Et un peu comme une personne, donc un kiné ou un chiropracte qui va vous remettre la colonne vertébrale en place ou quoi que ce soit, sur le coup, ça va vous faire un choc, mais ça va vous faire du bien. Donc avec Katsumi Sensei, j'ai eu cette chance-là de voir ça. Avec Ishizuka Sensei, pareil, Ishizuka Sensei, c'est un peu plus jeune. Donc voilà. Katsumi Sensei, c'est toujours fin, c'est toujours subtil. Et oui, après, donc il y a des photos qui ont été prises où on sourit. Oui, où on sourit et je pense que ouais, je me souviens. Ah, c'est un peu ça, c'est voilà, c'est du Densho. Ces photos, je me souviens où c'était. Celle où on rigole en haut avec Kishizuka Sensei, c'est à Tsukuba. Là, c'est dans l'ancien dojo. Celle d'en bas, c'est dans l'ancien dojo de Sensei. Et je me souviens encore même de la discussion. Et j'avais la chance aussi quand les personnes voulaient demander une calligraphie à Sensei, donc je leur demandais qu'est-ce qu'ils voulaient. Je traduisais à Tsumi Sensei. Donc ça me permettait de rester à côté de lui, de le voir comment il s'asseyait. Il avait une position bien particulière de s'asseoir. Là, sur ces photos, il a 80 ans. Hein. Regardez Ah la oui. tenue des épaules, le droit, les mains. C'est quand même quelque chose. Là, Shizuka Sensei, sur la photo, il a 71 ans. Celle où il se descend en bas sur les jambes. Mm. Et non, sur celle-là, là, on rigole. Non, là, il a la soixantaine. Oui, c'est des étapes du den. Hein. Autant il y a de la pratique, autant il y a de la douleur, autant il y a du sourire, et autant il y a de l'apprentissage et de l'émerveillement. Voilà. C'est ce que normalement tout enseignement devrait contenir. De la douleur pour nous rappeler qu'on est des êtres humains et que la vie n'est pas facile.
de l'enseignement pour pouvoir aller loin, pour pouvoir aider, pour pouvoir pousser les autres, du sourire parce que il faut rigoler, il faut sourire, et beaucoup de bienveillance, donc beaucoup de cœur. Je leur remercie, ils ont été très patients avec moi. S'il n'y a pas de patience, l'enseignement ne vaut pas. Et si c'est pas entertaining, si c'est pas marrant, si ça fait pas briller un petit peu, si ça suscite pas l'envie, c'est pas, c'est dommage. En tout Il y cas, a quelque chose qui a été loupé, soit de la part de l'enseignant, soit de la part de l'élève, hein. C'est des deux côtés, hein. c'est des magnifiques photos et ça se voit que il y a une relation réelle Ben, entre. ce qui est intéressant sur ces photos, c'est qu'elles ont, alors d'abord, elles ont été prises à mon insu. Hmm. C'est pas moi qui ai dit à quelqu'un, Eh, tu te mets là de côté là dès que je suis avec lui, parce que c'est pas vraiment c'est pas mon style. J'ai jamais été comme ça. D'ailleurs, tous mes voyages au Japon, je les ai rarement documentés parce que j'étais dans la pratique. J'avais pas le temps de prendre de photos. Hmm. J'ai pris des photos avec mon cœur. Voilà. Et là, donc toutes ces photos, ce sont des gens qui passaient là, qui étaient là, qui ont pris ces photos. Et je leur remercie parce que maintenant, quand je les revois, ça illustre un peu le nombre de lettres que j'ai avec eux, parce que j'ai une très grande correspondance avec Hatsumi Sensei et Shizuka Sensei. Et Oui. aujourd'hui, ces écoles classiques existent toujours. Je crois que c'est. Les méthodes de transmission ont-elles évolué ou sont restées les mêmes? Alors, encore une fois, euh, le mode de transmission reste le même. C'est le toucher et parler et écouter. Donc ça, c'est la même chose qui a existé auparavant et qui existe aujourd'hui. Ce qui va changer, c'est comment ça va être enrobé, comment ça va être présenté et donné. Euh, on rentre dans une école classique japonaise, ça peut être assez réverbatif, très fatigant. On répète des katas, on est dans un cérémonial pur et dur, hein. On va vous dire qu'il va falloir alors c'est même plus s'imprégner, c'est quasiment devenir japonais, s'oublier, rentrer dans un moule qui n'est peut-être pas forcément bon d'un point de vue psychologique et même morphologique parfois, hein. Donc on peut apprendre certaines choses de l'ordre de la position, de l'ordre de la souplesse, mais dans beaucoup d'écoles, ça serait regarde, tais-toi, ou bien tu penses trop comme un étranger, il faut que tu sois docile, il faut que tu sois plus kata. Et on souvent entendu Hatsumi Sensei dire ça, mais d'autres maîtres, kata wa kata kun ni naru. Le kata rend katai, rend raide, rend dur. À vouloir être trop à la lettre, on en finit par oublier le Hmm. message et à passer à côté du message. Donc la transmission, elle est de plusieurs. Encore une fois, elle dépend du maître. Vous allez avoir des maîtres qui sont plus portés sur les étrangers parce qu'ils ont plus d'élèves étrangers, donc ils vont utiliser des termes, s'ils ont un peu de cerveau, un peu de cervelle et ils réfléchissent, des termes qui vont toucher les étrangers. Par exemple, le terme feeling, la sensation, ce qui parle beaucoup, hein. Ou parler de zen, ou parler de bouddhisme, ou parler de choses qui vont attirer les foules. Si ça peut aider à faire comprendre le, le support technique, pourquoi pas, mais il faut aussi bien expliquer les mots, l'historicité de les mots, savoir d'où ça vient, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'ils induisent. Euh, Personnellement, je pense qu'elle n'a pas changé. Ce qui change, c'est encore une fois la manière dont on la présente. C'est les connaissances du maître. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Comment il veut toucher? Est-ce qu'il est proche du porte-monnaie? Est-ce qu'il est en train de vendre une technique? Est-ce qu'il cherche à avoir des élèves ou est-ce qu'il cherche simplement à être l'émanation de son style et de ce que son maître lui a enseigné? Donc, je ne pense pas que ça a beaucoup changé. Maintenant, le maître doit faire preuve, faire de grands efforts pour essayer de faire comprendre ou d'essayer d'ouvrir des perspectives, de donner des perspectives aux disciples ou à l'élève. Et pour cela, eh ben, il va falloir qu'il puise non seulement dans ses connaissances, mais aussi dans tout ce que le monde lui apporte aujourd'hui, que ce soit la lecture, la littérature, les textes, les films, les anecdotes. Tout ça, c'est bon pour faire passer un message. Voilà. Et je pense que c'était pareil aussi à l'origine, hein, quand on transmettait, quand on expliquait, ça venait toujours parce qu'il y avait un problème technique où on rencontrait un problème et on répondait à ce problème. Donc il y avait plus quelque chose de l'ordre de l'application directe et on comprenait sur l'instant parce que c'était de l'expérience vécue, plutôt qu'aujourd'hui où euh, il va y avoir toute une pédagogie qui va se mettre en place, de prise de contact, etc., alors qui est très bien quand on est à l'école. Les arts martiaux classiques, c'est pas l'école, hein, c'est pas l'éducation nationale, c'est autre chose, hein. Il est de l'ordre de la culture de soi. Donc il faut
aider le disciple à trouver et surtout à se former lui-même, à comprendre que le maître ne va pas rester, à continuer, à aller plus loin, avec le souvenir du maître, bien sûr. De la même manière qu'on continue avec le souvenir des parents quand ils sont plus là. Qu'est-ce que le shuhari? Ah, Shuhari. Oui, shuhari. Ah, ça, c'est assez complexe. Alors, bon. Shuhari. Alors, pour beaucoup, pour beaucoup, et quand on le présente pour la première fois, les gens qui vont le présenter en général, ce sont des gens du Gendai Budo. C'est-à-dire des Hmm. gens qui viennent du judo, du karaté, du kendo. Et plus particulièrement, kendo, iaido. Ça, c'est la première chose, c'est que ce sont des gens du Gendai Budo. Donc des arts martiaux modernes, en général tournés vers le sport, la performance physique, personnelle, etc., etc. En général, donc ce sont les personnes de Gendai Budo qui ont parlé du Shuhari, donc des gens qui pratiquent le kendo, le iaido, le judo, l'aïkido, le karaté, etc. Et donc, quand ils vont l'expliquer, ils vont l'expliquer d'un point de vue moderne et à partir de leur prisme de la pratique. Et ça va parler très vite, puisqu'ils vont parler que des trois caractères, hein, comme je les ai pris. Donc, Shu, Mamoru, protégé. Ha, Yabureru, donc détruire, déchirer. Et Shu, ha, ri, hanareru, donc divorcer, se séparer, aller au loin, etc., etc. Et donc, quand on le voit comme ça va beaucoup parler aussi aux Occidentaux. Un, on protège le savoir du maître, hein, de ce qu'on a reçu, hein, puis on s'en éloigne. Alors, si on suit Shu Ha Li, c'est on protège, on le détruit, on s'en éloigne. Je vois même pas où est le respect du maître là. Alors, on a reçu quelque chose du maître, pour, on va rester, on va le pratiquer, on va le comprendre, puis on va le détruire. Alors, on va dire on va le détruire pour mieux le comprendre. Certains vont dire ça, mais c'est pas ce que dit les caractères. Et il faut s'en éloigner. Alors peut-être pour mieux revenir. Mais vous voyez, les trois kanji à eux tout seuls peuvent être interprétés de plusieurs manières. Et à cause de ça, ce qui va en sortir en général, c'est, bah, écoutez, j'ai appris, après il faut créer son propre style, il faut développer ce qu'on est, donc un peu le développement personnel, quelque chose qui est très proche de ce qu'on a en Occident. Au Japon, le Jikoryu, hein, la création de propre style, était en général très mal vu. Très mal vu. C'est pour ça que les disciples qu'on sentait qui voulaient créer leur Jikoryu, on leur donnait un grade de type fin de transmission, c'est bon, tu connais tout, salut, au revoir, alors qu'en fait, on n'a rien transmis. Hein. Shuhari, c'est un peu plus profond que ça. D'abord, il faut comprendre que c'est pas une phrase qui vient. Alors, même au Japon, la plupart des maîtres qui vont utiliser cette phrase, ils vont l'utiliser à partir d'un texte d'un maître de thé, hein, qui s'appelle le Fukuhatsu Nikki, donc note du maître Fukuhatsu, qui est un maître de thé. Et dans ce texte, le maître explique, il dit qu'il y a dans le monde du Bujutsu, dans le monde du Bugei, Shuhari. Et il explique. Le problème, c'est que ce maître a fait une erreur. Eh oui, on a beau avoir écrit des choses au XVIe siècle, on peut avoir fait une erreur. La première mention est attribuée, on la retrouve dans ce qu'on appelle les Rikudoka. Rikudoka. Alors, Rikyu, hein, Rikyu, Sen no Rikyu, qui est le fondateur, enfin celui qui est à l'origine de la cérémonie du thé au Japon, hein, une sorte de saint. Et donc les doka, ce sont do, c'est la voix, et ka, uta, les poèmes, les chants. Donc les poèmes de la voix de Sen no Rikyu qui rapportent tous les savoirs. Et dans ces poèmes, il y a une phrase entière. Donc il n'y a pas que shu, lira, il y a une phrase entière où Rikyu prononce euh, ces termes, mais de manière bien spécifique. Et quand on connaît le respect que Rikyu avait pour son maître, on a du mal à croire que je protège ce que mon maître m'a donné, je le détruis. C'est assez, le mot est fort. Hein. Le kanji yabureru, même en français, hein, détruire, c'est très fort. Et bon, hanareru, c'est si fort. Euh, donc,
quand on lit les travaux de Rikyū, hein, qui étaient de l'ordre du omotenashi, donc il n'y a pas de masque, il n'y a pas de présentation, de mise en scène de soi, on a du mal à croire que Shuhari veut dire ça. Dans les arts martiaux classiques, c'est assez complexe. Pas vraiment en fait, c'est pas complexe du tout. C'est de l'ordre de l'application de combat réel. Mamoru, c'est se protéger contre toute technique de combat qui vient. Donc c'est le shu. Hein. On se protège contre n'importe quelle technique, mais c'est aussi savoir appliquer les techniques, évoluer avec, échanger, faire face au changement, le fameux Linky ON, hein, voir dans toute technique, voir dans toute attaque, voir dans toute opportunité le moment qu'il faut saisir et non, voir dans toute technique le moment qu'il faut saisir, s'y adapter et s'y conformer. Donc ça serait Mamoru. Yaboreru, ça serait le fait de détruire la technique ou l'intention Hmm. de l'ennemi. Et hanare, c'est de s'éloigner une fois que c'est fait. Donc s'éloigner de l'endroit qui est difficile, s'éloigner de la situation de danger. Donc on est quand même un peu différent de ce qu'on nous propose dans l'enseignement. Parce que on regarde, au regard de ce qui est présenté, Shuhari voudrait démontrer une manière, une forme de pédagogie. Et non. Et malheureusement non. Pourtant, si maintenant on regarde dans la cérémonie du thé, là où encore les guerriers ont emprunté beaucoup de choses, hein, à Sen no Rikyu, énormément de choses qui ont été prises et qu'on retrouve dans les écoles classiques, dans les arts martiaux en général et même dans toute la culture japonaise. Quand Sen no Rikyu présente cette phrase, si je me souviens bien, je crois que je dois avoir la phrase quelque part. Voilà, c'est ça. Je vais vous la lire, elle est là. Euh, Kiku sakuho mamori tsukushite yaburu tomo hanuru tomo hon o wasureru na. Ça veut même pas dire ce qu'il y a. Alors, la phrase ici, c'est très intéressant, c'est donc s'adonner, s'efforcer à protéger le sakuho. Donc le sakuho, c'est l'étiquette, c'est saku tsukuru ho nori, la loi. Donc c'est protéger, donc s'efforcer à protéger, donner tous les efforts pour protéger donc le savoir, les connaissances qui nous ont été données. Yaburu tomo hanuru tomo, qu'elle soit détruite ou qu'on s'en éloigne, c'est-à-dire qu'on perd quelque chose ou qu'on s'en éloigne, hon wasurena. Ne jamais, n'oublie pas, littéralement, n'oublie pas le hon. Le hon, c'est donc son essence, ce qui en fait ce qui en fait sa principaucité, ce qui fait son essence, ce qui fait son cœur, hein, ce qui fait l'élément principal. Donc, on a bien compris que dans l'enseignement, dans la pratique avec un maître, il va y avoir d'abord ce qu'on appelle le début, tout nouveau, tout beau. On aime, c'est beau, tout ce qu'il dit, c'est fort. On commence à pratiquer, on commence à atteindre un certain niveau, et là, on passe, on n'est plus dans on mange, on mange, on mange, on est dans l'échange. On arrive à aider le maître, à parler au maître, on est dans un échange équilibre. Et puis après, il va y avoir des choses qui sont de l'ordre, bien entendu, de l'individu, de son éducation personnelle, de son caractère, et il va falloir qu'il fasse ses expériences personnelles. Et dans ces expériences personnelles, il va apprendre, comprendre là où le maître est passé, qu'est-ce qui s'est passé, les différentes étapes. Et ça, c'est la période où on s'éloigne. Pour pouvoir comprendre ça, il faut s'éloigner du maître comme on s'éloigne des parents pour pouvoir comprendre. On a des moments de rébellion où on n'est pas d'accord avec ce qu'on nous a enseigné parce que ça ne marche pas. Alors, on n'est pas d'accord parce que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas le faire encore fonctionner. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend du maître et qu'on ne sait pas faire. Alors, ça marche bien avec un élève ou un ami qui qui suit tout ce qu'on fait, mais dès qu'on rentre dans l'adversité, on voit que c'est complètement différent. Et la première chose, quand on est un jeune disciple ou une disciple, eh ben, on rentre en rébellion, on n'est pas d'accord. Donc, il est temps de s'éloigner pour faire sa propre expérience. Donc, c'est le hanare. Voilà. Parce qu'on ne comprend pas, il y a de la perte, on veut détruire, on veut changer. Et c'est dans l'éloignement qu'on va, avec l'expérience et le recul, voir que il avait raison, il ou elle avait raison dans ce qu'elle avait appris, qu'il était passé par certaines étapes du processus de pratique, de transformation et d'évolution qui vont être trouvées par le disciple avec le temps.
Voilà. Donc le Shu Ra'ali peut être vu de plusieurs manières. Là, je vous ai donné différentes visions de le voir. Budo, puisque la position sensei, c'est un kyoju, c'est un renshi, un kyoshi. Hein. C'est pas un shisho, c'est pas pareil. On va passer un temps avec un maître, puis après on va partir avec un autre parce qu'il a quelque chose de plus, etc. Dans un koryu, on reste avec lui jusqu'à la fin. Hmm. On change pas de parent, que je sache. Ben, c'est pareil dans les koryu. On peut avoir bien entendu des personnes qui vont nous aider à mieux comprendre nos parents, à mieux comprendre le maître. C'est pour ça qu'il y a tous ces chirans qui vont être là, des disciples de la première heure, de la seconde heure, des gens qui, en fonction de leur caractère, encore c'est très important, c'est le cœur, c'est cette qualité de cœur qui va amener la compréhension. Sinon, ce sont que des termes, que des kanji qui sont intéressants pour, on va dire, éclairer à un instant donné une explication ou une compréhension. Mais il n'y a rien comme la pratique. C'est la pratique qui est éclairante et c'est la pratique qui ouvre la voie. Ben, je vous remercie pour ces explications. Aujourd'hui, vous essayez de transmettre ce que vous avez, ben, vos recherches, à travers des écrits donc, que nous allons montrer à l'écran. Je crois qu'il y a peut-être un autre aussi écrit qui va sortir bientôt. Vous êtes en train de travailler dessus Oui, quelque oui, chose? oui, là, il va sortir au mois d'octobre, là, donc c'est très tôt. Ça s'appelle c'est dans la série Budosho, qui sera le numéro 2. Là, vous avez en photo avec le Yajima le numéro 1, donc numéro 2, donc qui sera euh, la, la transmission, la transmission chez les samouraïs. Et donc, ça sera une petite partie de ma thèse avec certains autres textes sur l'histoire du Jujitsu, sur la notion de nagare, sur le mouvement dans les écoles classiques. Donc, c'est une introduction un peu. Donc, il y aura des parties de ma thèse, à peu près 120 pages, 130 pages, qui sera en format numérique. Donc, dès le mois d'octobre, je pense vers la fin, mi-mois d'octobre, on est encore dans les petites régulations. Donc sous format électronique. Il y a encore deux autres livres qui sont sortis. Il y a le Budo Koryu numéro 2 en anglais et un livre qui a été écrit par mon maître, Ishizuka Sensei, que j'ai traduit en anglais, que j'ai commenté, qui est aussi traduit avec sa version allemande aussi qui est sortie. Ouais, il y a encore d'autres livres et pas mal de choses. J'essaye d'écrire un maximum. Je me donne une sorte de feuille de route, environ un livre par an, tous les 2 ans. Là, pour l'instant, ça fonctionne bien. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est intéressant d'aider au maximum. Voilà. Eh bien, on a hâte de lire tout ça, parce que Merci. vraiment, il y a du partage de connaissances et on apprend vraiment à voyager au travers ces écoles classiques. Donc, on vous remercie pour ces écrits et Ah, merci, merci, merci. on vous remercie pour cette causerie. Docteur Kassam Nougari, vous êtes disponibilité. Moi, Merci. je vous donne rendez-vous pour une prochaine causerie avec d'autres invités. Je vous dis à bientôt.